Bonjour tout le monde, bienvenue à cette chaîne Z6PO. Aujourd'hui, un épisode spécial qui va traiter des probabilités, pas les probabilités au niveau des dés, ou les probabilités au niveau des cartes plutôt. Donc, une stratégie surtout par rapport au mulligan en début de partie. C'est là surtout qu'on peut contrôler les cartes qu'on va avoir pour le début de partie. C'est là qu'on frappe fort. Donc, stratégie mulligan, probabilité. Oui, je remarque quand même, Marc, que c'est pas quelque chose auquel tous les joueurs pensent. On n'a pas une stratégie simple et efficace en début de partie avec ça. J'ai souvent joué avec des amis à moi qui m'ont montré à jouer, qui il n'y avait pas tant de plans, ils décidaient un peu à gauche, à droite. Ce que je me suis rendu compte à force de jouer avec toi et à essayer de jouer un peu plus de manière compétitive, c'est qu'il était vraiment très important, je pense qu'on l'a vu dans les autres émissions, très important d'avoir un plan pour le deck. C'est très, très important, mais aussi avoir un plan pour son mulligan. Pour savoir exactement quelle carte j'aimerais avoir en début de partie. Faut même avoir peut-être une main de prédilection qu'on va pas toujours avoir, mais on va toujours peut-être essayer de se rapprocher le plus possible. Exemple, quelques upgrades, peut-être quelque chose pour enlever un dé de l'adversaire en début de partie. Peut-être un support qui va m'aider à mettre plus d'upgrades. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir une main en particulier, une main de rêve en tête. Oui, et calculer aussi les coûts par rapport à la main de rêve. Pour savoir, premier, on sait qu'on commence avec seulement 2, on a peu de dés pour nous aider au niveau des ressources. Les personnages peuvent nous aider selon le personnage, mais beaucoup de personnages qui attaquent fort, qui ont besoin d'armes et qui donnent pas nécessairement beaucoup de ressources. On parle surtout dans le vilain, où il y a plus de disrupt, de retirer des ressources à l'adversaire que de ravoir des ressources à nous-mêmes. Donc, si tu commences avec plein de cartes au début qui te demandent des ressources, tu vas pas aller très loin avec ça. Donc, effectivement, comme tu le mentionnes, ce qui est important, c'est d'avoir une main de rêve. Au moins de connaître son deck, déjà, avoir une main de rêve et surtout cibler certaines cartes. Exactement. Les cartes en particulier, exemple d'un deck de 1000 va être très important d'avoir des cartes qui vont nous faire beaucoup de ressources en début de partie ou quelque chose qui va aider à discarter, enlever déranger le jeu de l'adversaire dès le début de la partie. Moi, je me souviens de tous mes decks de 1000, je voulais toujours un Friends in Low Places pour commencer, pour être sûr de voir la main de mon adversaire, surtout si j'étais avec Tron, je peux après aller enlever la carte que je veux directement dès le départ. Défaire le plan de mon adversaire du même coup. Donc, on suggère ça pour des decks de 1000, mais pour des decks qui vont être côté dégâts, on va souvent aller chercher des upgrades. On trouve quand même très important d'avoir si c'est pas 2 upgrades en main qui vont pouvoir faire des dégâts en début de partie pour nous assurer un certain montant de dégâts presque garanti. Et rentabiliser ses coûts. Parce que souvent, les dés qu'on va chercher, les upgrades qu'on va chercher avec ces dés-là, ce sont des upgrades et des dés qui peuvent nous aider, mais à 2 de ressources, 3 de ressources, certains à 1, mais ceux qui vont vraiment être des game changers, ceux qui vont vraiment changer la partie, attaquer fort notre adversaire, nous aider plus. C'est du 2, c'est du 3 de ressources. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'est le type de carte qu'il faut planifier. Oui, donc on a fait quelques petites statistiques pour vous pour savoir le mulligan exactement, quelles sont les chances d'avoir la carte qu'on veut. On suggère personnellement à peu près, comme je vous dis, 2 upgrades par début de partie. Si c'est pas nécessaire, 1, ça peut être assez. Mais dépendant. Moi, j'aime bien 2 upgrades parce que j'ai tendance à jouer du bleu et j'ai 2 fois la carte Force Speed. Donc, je sais qu'encore une fois, au niveau des ressources, je vais pouvoir jouer une arme peut-être à 3 de ressources, idéalement à 2 de ressources avec un Force Speed. Donc, deux cartes d'upgrade pour mes 2 ressources disponibles en début de partie. C'est ce que je vais tenter d'obtenir dans la main, fort probablement, afin de rentabiliser mes dés encore une fois. En parlant de rentabiliser, justement, il faut garder en tête que un upgrade perd de la valeur à chaque tour. Donc, son coût de 2, de 3, de 4, en fin de partie, au 4e tour, au 3e ou 4e tour, n'est pas du tout la même valeur qu'un dé qu'on va avoir roulé 4 fois durant la partie, qu'on a réussi à mettre, exemple, un lightsaber ou quelque chose comme ça, à 2 de coups, même 3 de coups si on est chanceux en début de partie. Surtout que c'est un dé, donc une autre probabilité qui s'additionne. Exact. Donc oui, on donne des coups, mais encore faut-il rouler la face du dé. Puis là, probablement qu'on va devoir nous aider oui, des phases focus, mais sinon des cartes qui vont venir influencer la face du dé qu'on vient de brasser. Donc, encore une fois, si on utilise ces cartes-là, coûte d'autres ressources. Donc, quand ça arrive au 3e, 4e tour, un Force Lightning, beaucoup moins intéressant qu'en début de partie. Définitivement. Malgré que le dé peut être roulé dans le pool pour celui-là, mais bon, on en revient à un autre moment donné. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner. Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. Donc, les probabilités en général d'avoir, si vous avez deux fois une carte dans le deck, ce qu'on suggère définitivement, quand on parle d'upgrade, définitivement, les événements, on peut comprendre que vous en mettiez un et un autre, pas la paire. Mais pour les upgrades, souvent, on va mettre le double. On a quand même en début de partie, en 5 cartes, 31,03% de chance de tomber sur un des deux upgrades. Donc, je pige, je prends mes 5 mains, première pige, j'ai
31,3% de chance d'avoir une des deux cartes que j'ai mis la même là, du paquet dans le fond. Et là, si on a exemple 8 upgrades, ça augmente beaucoup parce que... Oui. Mais là, on parle d'un seul upgrade en particulier qu'on veut pogner. Donc, doubler exactement dans le deck. Après ça, comme vous le savez, vous pouvez remettre le nombre de cartes que vous voulez dans votre paquet de cartes pour mulligan, pour aller en chercher d'autres après avoir brassé votre paquet. Si j'ai une carte qui est pas celle que je souhaite, donc mon fameux idéal qu'on parlait au début, qu'on doit avoir dans notre tête, mais il y a une carte quand même qui, selon l'adversaire face à moi, pourrait vraiment m'être utile. Je la conserve. Donc, j'en repige seulement 4 autres au lieu de 5 autres. Mm-hmm. C'est quoi mes probabilités à partir de... Quand on en pige 4, on a 26% de chance d'avoir une de nos deux cartes, une de nos deux upgrades qu'on veut absolument avoir. En descendant, c'est toujours de moins en moins intéressant, bien sûr, parce qu'on a moins de chances d'avoir des cartes, on garde plus de cartes en main. Donc, à 3 cartes, on tombe à 20,6%. Quand on remet que 2 cartes dans la librairie, on tombe à 14,5%. Si on en remet qu'une, on a 7,69% de chances de ramasser notre upgrade qu'on recherche. C'est vraiment pas des chances, c'est pas une chance qu'on veut prendre. Comme on dit, on veut dicter le jeu, diriger où est-ce que ça s'en va. Le mulligan, je trouve qu'il est important de pas essayer de garder trop de cartes, pas s'attacher à des cartes qu'on a, aller pour ce qu'on veut dans notre plan de match. C'est une grosse différence. Donc, entre 5 cartes qui étaient 31,3%, si on va avoir la fameuse carte doublée qu'on cherche, ben, rendu à 4, 26, c'est encore intéressant. Tandis que, comme tu nous as dit, quand on en remet ça dans 2, 14, je pense que, personnellement, non. C'est comme si j'abandonnais ma carte de rêve, puis là, je viens de perdre ma stratégie de mulligan, puis c'est un avantage que j'aurais pu avoir que je viens de délaisser. Définitivement. Donc, nous, ce qu'on dirait dans les petits calculs qu'on a fait, c'est, si on n'a pas la carte qu'on veut absolument avoir en upgrade, au moins en remettre 3 ou 4 dans la librairie, si possible. Vous pouvez garder, comme on dit, une carte pour se défendre, pour enlever des dés. Mais si vous voulez vraiment absolument avoir ce fameux upgrade, exemple, ce fameux Ancient Lightsaber, ou un pistolet, un Hidden Blaster, vous avez absolument besoin. On suggère fortement 3 cartes minimum. Si vous descendez en dessous de ça, on tombe à 14%, 7%. Très peu de chances de trouver la carte nécessaire. Ça, c'est grâce au calcul hyper géométrique qu'on a réussi à trouver ça. Il y a d'ailleurs un site, Stat Trek. On a regardé ça là-dessus, on a pu faire les calculs un peu. Si vous voulez vous amuser un peu à voir les probabilités, plus la partie avance, plus et moins il vous reste de cartes dans votre deck. Combien vous avez d'upgrades dans le deck? Les probabilités vont augmenter, c'est sûr. Plus on augmente la partie, plus de cartes qu'on a utilisées, moins il en reste dans le paquet de pige. Plus vous avez de probabilité, certainement, d'obtenir cette carte-là. Mais comme on l'a mentionné, si tu souhaitais l'avoir en début de partie, tu arrives à la fin, tu sais que tu as une chance sur 5 de l'obtenir, mais là, c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on suggère énormément les upgrades en début de partie, d'en avoir plusieurs, parce que ceux-ci perdent de la valeur au fil de la partie, tandis que les événements, au contraire, peuvent même en prendre de la valeur. Des événements qui vont permettre de regagner de la vie, des événements le Hyperspace Jump, qui arrête la phase d'action, des choses comme ça qui prennent donc la valeur en fin de partie quand tout le jeu devient plus stressant, plus fermé. Et là, on a plusieurs dés en jeu. On arrive à faire un Hyperspace Jump. On arrive à enlever 2 dés avec un Easy Pickings. Donc, les événements en début de partie, je suggère peut-être quelque chose pour mitiger les dégâts de l'adversaire, de la défense. Mais vraiment, les upgrades, si vous avez votre support, votre upgrade en début de partie, vous pouvez à ce moment-là aller essayer de chercher des événements qui sont de 0 au coût, pour pouvoir, au moins, si vous savez que vous allez dépenser vos ressources dans le premier tour idéal ou le support idéal au premier tour, ben, au moins, si vous avez des événements de 0 points, comme exemple, He Doesn't Like You comme défense, qui coûte 0, ben, à ce moment-là, c'est intéressant à avoir comme carte. S'il vous reste des cartes et que vous avez déjà celles souhaitées en main, toujours, bien sûr. Définitivement. On va passer aux cartes qui vous permettent de changer les probabilités dans votre deck, qui vous permettent d'aller chercher d'autres cartes dans votre deck ou de vous faire piger des cartes. Restez là! Alors on se retourne. J'ai dit on se retourne. Mets toute la puissance sur les grandes protections avant. Vous voulez les attaquer? Capitaine, les chances de survie dans l'assaut direct de notre croiseur reversent La ferme! Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne Z6PO à notre épisode de probabilité de cartes, épisode Mulligan, épisode je veux aller chercher une carte en particulier dans mon deck en ce moment. Dans cette partie de l'épisode, on va vous parler de cartes qui vous permettent soit d'aller chercher une carte spécifique dans votre deck, de la feuilleter et de trouver exactement ce qu'on veut, ou seulement de piger des cartes d'extra dans la main, soit qui vous permet de rerouler des dés plus tard, ou sur de tomber sur des événements intéressants ou des upgrades que vous recherchiez avidement. Donc, contrôlez les probabilités, comme on l'avait dit tantôt, surtout en début de partie, quand vous cherchez des cartes spécifiques avec des dés, ça vaut des coups. Pour rentabiliser ces coups-là,
ben, il faut aller les chercher rapidement. Si vous n'êtes pas capable de l'obtenir, comme on l'a mentionné dans la première partie de l'épisode, avec le mulligan, ben, vous allez pouvoir avoir des cartes qu'on vous présente aujourd'hui qui vous permettent de mettre à néant les probabilités afin d'aller chercher ce que vous avez besoin, ou du moins augmenter les chances d'aller chercher ce que vous avez besoin. La première carte que tu nous parles, Marc, c'est le Mechanical Insight, je crois. Carte sortie dans la dernière édition de Way of the Force. Oui, donc c'est une carte jaune, une carte héros cependant. Donc c'est une carte spécifique pour surtout les courses, selon moi, les courses de pod racing. Par contre, c'est héros. Donc on ne peut pas jouer avec ces boules bas. Ça serait peut-être à jouer avec Anakin ou d'autres personnages qui vous permettent de le faire. Cette carte-là vous permet de piger les 5 premières cartes de votre librairie, donc de votre paquet de cartes, d'aller chercher une carte droïde ou pod racer, de la révéler et de la mettre dans votre main. Donc, encore une fois, une possibilité de 5 cartes supplémentaires à aller chercher la carte que vous avez besoin. Si vous n'avez pas réussi à le faire dans les 5 ou 15 premières cartes pigées lors de la phase du mulligan en début de partie. C'est un peu comme une autre carte, je pense, que tu vas jouer dans justement ton deck de Sebulba de Pod Racing, c'est Start Your Engines. Start Your Engines, carte jaune toujours, coût de 0 de ressources cette fois-ci, qui vous permet d'aller chercher un pod racer cette fois-ci. Ce n'est pas dans les 5 premières cartes, mais bien dans tout le paquet de la librairie. Donc, utile pour aller chercher ce que vous avez besoin début de partie. Ton Sebulba Pod Racer. Pod Racer qui joue avec le plot Eva Bunta classique. Bunta Eve classique qui vous permet, si vous jouez rapidement des Pod Racers, d'aller chercher 4 tours. Très intéressant. Une carte qui est jouée énormément dans le méta. Vraiment quelque chose qui est très intéressant pour les decks bleus. Encore une fois, deck bleu, la grande force dans le jeu. Le Lightsaber Pool, une carte à 0 neutre bleu qui vous permet, si vous spottez un personnage bleu, très important aussi de garder en tête que justement il faut encore que vous ayez un personnage bleu en jeu, permet d'aller chercher une arme bleue. Juste une arme, pas d'habileté. Non, exactement. Mais quand même quelque chose d'extrêmement puissant parce que on sait quel genre d'arme il y a dans le jeu, dans les lightsabers. On parle de Heirloom Lightsaber, la dague maintenant. La Dagger of Mortis qui vient sortir dans Way of the Force. Très intéressant. Parce que c'est Blue Weapon, ce n'est pas nécessairement le lightsaber dans le cas de la dague. C'est pas, exactement. Donc, mais c'est pas des habilités, par exemple. Donc, va falloir garder ça en tête. Carte qui vous permet, si dans les 5 premières cartes, ou même après votre mulligan, vous n'avez pas eu aucune de vos armes, au moins, vous êtes sûr d'aller pouvoir en chercher une. Une autre carte que j'apprécie aussi beaucoup, dans le bleu, ça serait 2 cartes qui permettent de piger des cartes. Le Ancient Wisdom, qui, pour un coup, une carte bleue neutre, qui permet juste de piger 2 cartes. Quand même très cool pour augmenter les probabilités en cherchant plus de cartes dans le même tour. Exactement. Nouvelle carte qui est sortie, par exemple, dans Way of the Force, que je trouve encore plus forte, je vous dirais, c'est le Renewed Purpose. Encore une carte bleue héros, celle-là, par exemple. Pour un coup, si vous avez un plot en jeu, vous le spottez, vous pouvez piger 3 cartes. Donc, vraiment, pour un coup... Encore faut-il avoir un plot ou avoir un deck, par contre, héros. Oui, exactement. C'est vous avez pas le choix, il faut que ça soit héros. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est aussi Trust Your Instinct pour rebrasser. Je vais pas aller chercher davantage de cartes pour augmenter mais par contre, je ne perds pas de cartes. C'est-à-dire que Trust Your Instinct, votre 0, une carte bleue neutre, permet de rebrasser mes dés et de piger une nouvelle carte. Donc, quand vous êtes mal pris, si vous voulez défausser une carte que vous n'aviez pas besoin ou que pour l'instant vous n'utilisez pas, Trust Your Instinct vous permet de piger une nouvelle carte cette fois-ci. Donc, peut-être aller chercher celle que vous avez besoin. C'est pour ça qu'on a intégré aujourd'hui à l'émission. Gardez en tête, par exemple, que quand vous allez piger une carte, vous pouvez dépasser votre limite de 5 cartes dans la main. Mais à la prochaine phase, après au prochain tour, vous pouvez jamais dépasser le nombre maximal de votre main. Dans ce cas-là, qui est 5. Sauf si vous avez le support qui s'appelle Emperor's Favor, carte bleue, coûte 1 vilain. Ça permet d'avoir une main cette fois-ci de 6 cartes. Donc, ça augmente donc le maximum de cartes qu'on peut avoir en main. Très intéressant. Surtout si je sais pas si c'est toi qui jouais avec c'est Boundless Ambition qui permet lui Boundless Ambition qui permet de repiger le nombre de cartes jusqu'à un maximum dans votre main. Donc, si vous avez 5 cartes en début de tour, c'est pas les 5 cartes que vous souhaitez, vous pouvez défausser ces cartes-là, rebrasser des dés, essayer d'en avoir jusqu'à cette dernière carte-ci pour payer 1 et repiger encore une fois, surtout si vous avez Emperor's Favor, 6 nouvelles cartes. À ce moment-là, les probabilités pour tomber sur celle que vous souhaitiez se voient augmenter rapidement et ça peut surprendre votre adversaire, surtout quand vous avez des personnages comme Asajj Ventress et que j'aime bien jouer avec surtout Quinlan Voss. Parce que Voss vous permet d'attaquer avec son spécial votre adversaire avec un dommage qui correspond au nombre de cartes que vous avez de plus en main par rapport à votre adversaire. Donc, si votre adversaire pensait que vous aviez épuisé vos ressources,
vos cartes en main. Il lui en restait 2 ou 3 qu'il utilise. Vous jouez votre dernière carte, Boundless Ambition. Vous pigez 6 nouvelles cartes si vous avez Emperor's Favor. Et si vous avez Ancient Wisdom, 7 avec une 7e carte si vous la jouez elle aussi. Donc 7 cartes. Si vous avez une carte comme No Mercy aussi, vous pouvez faire un dommage plus 7. Là, on commence à parler de synergie au niveau des nombres de cartes en main, en plus de gérer les possibilités d'avoir celles que vous souhaitez. Chose, par exemple, vraiment garder en tête, à ne pas jouer contre du mill, parce que là, c'est vraiment mettre le pied dans le cercueil. Parce que si vous-même, vous videz votre librairie, c'est une très mauvaise idée, parce que l'adversaire va s'en licher les doigts et juste vous en faire vider plus, et vous dire, ben oui, prenez-les dans votre main, je vais tous les faire discarter après. Oui, c'est le fun, parce que pour l'instant, le mill deck n'est pas répandu. Mais avec Way of the Force qui vient de sortir, on pense, moi et Jean-Laurier, qu'on va avoir de plus en plus des cartes, des paquets basés sur ce type de jeu-là, qui a été quand même légèrement modifié, qui me semble un peu plus excitant. Oui, définitivement, j'ai définitivement commencé à créer des decks mill avec les nouvelles cartes, et tu vas pouvoir voir bientôt de quel bois je me chauffe. Une autre carte que j'aime beaucoup, dans le piger des cartes ou aller chercher quelque chose en particulier, le Scavenge, carte héros à 0 de coût. Une carte qui vous fait discarter 3 cartes dans votre... En quoi ça a rapport avec contrôler ses probabilités? L'affaire intéressante après, c'est que vous pouvez aller chercher un upgrade ou un support de votre pile de discartes et la remettre dans votre main. Ce qui est très très fort dans le cas de, exemple, à jouer... Donc quand vous avez vous cherchez absolument désespérément des supports, vous en trouvez pas à ce moment-là, dans le même tour, 3 cartes que vous discartez, une bonne chance d'avoir le support, plus on se la remet dans la main et on peut finalement le jouer dans ce tour. Et même dans ce cas-ci, ça peut être intéressant, exemple avec Sabine, oui, on en reprend une en main, mais s'il y en a 2 qui rentrent dans le graveyard, dans la pile de discartes automatiquement, tout de suite après, on peut activer Sabine pour aller mettre la carte jaune sur elle, l'activer. C'est encore une carte ambush en plus, très très puissant, on permet de faire des dégâts très rapidement. Moi, je vais vous présenter le nouveau Count Dooku Solar Sailor qui est sorti dans Way of the Force. Ça n'a rien à voir au niveau des dés, c'est un support qui coûte 3, bleu, vilain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on l'active, à chaque fois qu'on l'active, on pige une carte. Donc, au niveau de la rapidité, des possibilités d'obtenir ce que vous cherchez, à chaque fois qu'on pige une nouvelle carte, ça réduit le nombre de cartes qui restent en jeu, ça augmente les probabilités que vous ayez la carte que vous souhaitez. Et quand même un très beau dé, faut dire, le Kandoku Solar Sailor. 2 fois 2 faces de 2 focus. Donc, c'est pas 2 fois 2, mais bon, 2 fois 2 focus, ouais. Exactement. Un bouclier, 2 boucliers et 2 ressources. Vraiment un beau dé et intéressant de piger les cartes. Oui, je l'adore, mais on a aussi une autre facette du jeu au niveau des cartes qu'on va voir bientôt dans la prochaine épisode si vous écoutez YouTube. C'est par rapport à retirer les probabilités chez son adversaire. Enlever les cartes des mains surtout, ce qui enlève toutes les chances de rerouler ou même d'avoir des événements très peu coûteux qui changent toute la partie assez rapidement. On enlève tout ça de la main. On vous en parle tout de suite. Restez là. Fermez les portes. Oui, Major. R2 dit que les chances de survie sont de 1 sur 725. Il faut ajouter qu'il est arrivé à R2 de commettre des erreurs. De temps en temps. Bonjour, nous revoici à la chaîne Z6PO. Nous allons maintenant discuter des cartes qui vont nous permettre d'enlever des cartes dans la main de l'adversaire pour contrecarrer ses plans, pour enlever les chances de rerouler, juste pour enlever le tempo de l'adversaire. Les probabilités, ce qu'il a réussi à aller chercher dans le fameux mulligan du début ou les premiers tours, les cartes utiles pour lui. Exactement. Une carte que j'adore, que je joue énormément, spécialement dans mon deck de mill avec Tron, c'est Friends in Low Places, carte qui permet à 0 de coût, carte neutre, qui permet, si vous spottez un personnage jaune, d'aller voir la main de votre adversaire au complet et d'en retirer un événement qui coûte 1 ou moins. Je trouve une carte extrêmement puissante pour, premièrement, voir la main de l'adversaire, qui est très le fun dans le cas de Tron. Avec la bibliothèque Tron qui permet de, si vous êtes, je pense, un chiffre en particulier, et après, vous allez pouvoir discarter une carte de la main du même coup. Donc, en voyant, si son fameux mulligan est allé chercher son Hellmoon Lightsaber, exemple, à 3 qu'il voulait avoir depuis le début, tu fais Friends in Low Places, quelque chose comme Tron, ça te permet de voir que le coût de 3 de ressources, tu enlèves une carte en plus, et par la suite avec Tron. Ouais, et spécialement aussi, sachant qu'il y a énormément d'événements à 0 à 1 coup qui sont très très bons, très utiles en début de partie. Je trouve que c'est une carte très 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 utile à avoir en début de partie, surtout dans un deck de mill. Friends in Low Places. J'adore les cartes de 0, étant donné que les cartes de 0 permettent en début de partie de jouer les upgrades qu'on parlait tantôt, des irés qui coûtent 2, 3 de ressources, lesquels qui vous prennent tous vos ressources, donc pour pouvoir continuer de contrôler le jeu à votre façon,
prend des cartes de 0 en début de partie dans la fameuse main idéale qu'on a parlé en début d'émission. Ce que moi j'amène aussi avec une nouvelle carte que je présente aujourd'hui, Probe, qui vient de l'édition Awaken, carte numéro 72, carte rouge, vilain si je me souviens bien, coûte 0, c'est ça que j'adore, et qui permet de regarder dans la main de votre adversaire, 2 cartes au hasard, si c'est des événements, à les défausser. Donc ça pourrait même pour un coup de 0 défausser 2 cartes dans la main de votre adversaire. Donc s'il a par exemple Lightsaber Pool qu'on a parlé tantôt, vous lui retirez et vous contrôlez, vous lui retirez son contrôle qu'il avait du jeu. Très intéressant. C'est pas la même habilité qu'il y a sur un support, je pense. Oui, le Probe Droid Support aussi, qui est la même chose. C'est une seule face, par contre, au dé. C'est un droïde qui coûte 1 de ressources, carte rouge, toujours vilain. Mais il y a seulement une face spéciale qui vous permet de faire la même chose, c'est-à-dire prendre 2 cartes dans la main de votre adversaire. C'est sûr que si vous avez un Probe Droid et la carte Droid Probe et que vous pouvez les jouer les deux, vous pouvez aller chercher jusqu'à 4 événements. Mais encore une fois, c'est très circonstanciel. Au niveau compétitif, vous êtes mieux avec un ou l'autre. Un autre support que j'aime bien en rouge aussi, mais celui-là est héros par exemple. Carte de 1 coup, carte rouge, le Scout, qui est une habilité, un upgrade qu'on met sur un de nos personnages, qui vous permet, qu'il y a 2 de ses faces de spécial, qui vous permet de regarder la main d'un adversaire et de discarter la carte qui coûte le moins cher dans la main. Et si on a une égalité, c'est vous qui décidez. Donc très intéressant, encore une fois, on parle d'événements à 0 de coût. C'est rare qu'on va avoir une main avec la carte la moins chère, ça va être un 1 ou un 2, fait qu'on pense pas discarter ça, mais en même temps, quelques événements à coût de 0. Je l'aime Scout parce que contrairement à Probe Droid, qui oui fait mal, touche beaucoup l'adversaire pour l'avoir joué souvent, Scout je le vois rarement, mais Scout en même temps, ça vous permet, il y a quand même une chance sur 3 sur votre dé d'obtenir son spécial, et ça vous permet quand même de retirer, que ce soit un support, que ce soit un upgrade, que ce soit un événement, ça vous donne encore une plus grande marge. C'est quand même quelque chose de moindre coût, par exemple. C'est rare qu'on voit les gros supports qu'on il y en a quand même beaucoup. Moi, je trouve quand on parle du Force Jump maintenant qui coûte seulement 1, ou qu'on parle du fameux Speed Force qui coûte 0 à jouer, ou même le Sith Holocron, si vous jouez contre du vilain. Oui, c'est vrai. Des cartes qui sont puissantes, qui contrôlent le jeu de l'adversaire au niveau des ressources souvent. Ben là, à ce moment-là, Scout, ça commence à faire très, très fort. C'est une carte que j'ai mis dans mon deck que j'ai fait récemment avec Way of the Force avec le jeune Anakin et Padmé, un 1000 deck héros. Je l'ai pas vu encore. Non, tu vas le voir bientôt. Est-ce que tu avais une autre carte? Moi, j'aimerais parler, par contre, si tu me permets, de Rumeur. Oui. Une carte jaune, qui est une carte neutre. Si je vilain. Vilain, ouais. Carte vilain qui coûte 1. Rumeur qui vous permet de regarder la carte de votre adversaire, la main de votre adversaire. Cependant, votre adversaire a l'opportunité de regarder une de ses cartes pour que tu la vois. Je ne pourrais pas discarter. Mais les 3 ou 4 autres cartes qui vont me montrer, dépendamment si on est en début de partie ou en début de tour, ben, je vais pouvoir discarter celle que je veux. Donc, pas nécessairement, encore une fois, comme tantôt, du événement, mais encore une fois, je peux discarter du upgrade, du support. Dans ce cas-là, à 1 de coup, par exemple, moins intéressant que Friends in Low Places, mais en effet, comme tu dis, on peut décider d'un upgrade, un support, un événement, n'importe quoi. Oui, une très bonne carte pour un deck de 1000, encore une fois, je dirais, quand même de discarter des cartes. Ça me rappelle un peu une carte du même côté, ça ressemble un peu du côté héros, le Scruffy Looking Nerf Herder, qui vous permet de choisir, si je me trompe pas ce que Léa dit en anglais à Anne. Oui, lui il répond Who's Scruffy Little. Qu'est-ce que ça permet de faire, ça? Ça permet de choisir un type de carte, que ce soit événement, support ou upgrade, et après on regarde la main d'un adversaire pour un coup, et on discarte une de ces cartes du type qu'on a deviné, en fait. Donc, faut deviner. Très intéressant si on sait que l'adversaire joue des upgrades ou qu'il y a un deck de support. Si on voit un peu où l'adversaire s'en va. Si on a déjà vu sa main avec le Friends in Low Places auparavant. Très utile, très puissant. On pourra pas avec Friends in Low Places. C'est pas... c'est neutre, Friends in Low Places. Je crois que c'est neutre, oui, en effet. Donc, en effet, c'est bien et bien neutre. Donc, ça se jouerait très bien, je trouve, avec Scruffy Looking Nerf Herder dans un deck de 1000. Je l'ai, d'ailleurs, dans mon deck de 1000, Annie Padmé. C'est beaucoup de genres de cartes comme ça, je trouve, dans tes decks que tu vas essayer d'aller chercher dans le 1 de coup ou dans le 2 de coup, là, des cartes qui vont neutraliser l'adversaire. Ouais, ben, on se permet plus dans un deck de 1000 aussi parce qu'on va jouer beaucoup moins d'upgrades à 2 et de coups. Moi, je me concentre plus sur les événements qui vont me permettre soit de me protéger ou d'enlever beaucoup de cartes dans les mains de l'adversaire pour l'empêcher de rouler, taper ses gros dégâts et de protéger mes personnages tandis que moi, je vide la librairie et la main de l'adversaire. Une autre carte que j'adore énormément, cette fois-là, c'est pas pour du 1000, et c'est rare que je vais jouer des cartes qui font discarter des cartes dans les mains adversaires dans un deck plus de combat, je dirais. C'est assez rare. Oui, mais celle-là, je l'apprécie énormément. C'est le Close Quarter Assault, carte grise à 0 de coup, neutre, qui vous permet de comber avec Chewbacca, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui lance un Stormtrooper au-dessus de ses épaules. Vraiment un
artwork sur la carte. Cette carte-là vous permet de compter le nombre de dés que vous avez qui montre du mêlé et de discarter ce nombre de cartes-là dans la main d'un adversaire. Très, très bonne carte si vous avez un deck qui montre que des dés de mêlée en général. On peut en avoir plusieurs aussi, dés de mêlée. Oui, exactement. À jouer avec un ou deux personnages bleus, parce que c'est eux qui font souvent du mêlée. Jaune, souvent, sont mélangés entre des faces mêlées, des faces tir de distance. Donc, si vous avez des personnages, surtout dans le bleu, qui font que du mêlée, 2, 3 faces de mêlée, maintenant avec General Grievous dans le rouge, qui peut faire aussi une chance sur deux de faire des faces de mêlée. Faites 1, 2, 3, il me semble, c'est faces de mêlée. Donc, plus vous avez de faces de mêlée, plus le mêlée est présent dans vos dés, plus cette carte-là est efficace. Une carte que je joue et que j'apprécie particulièrement dans le deck que je vais vous parler à l'instant, mon nouveau deck Way of the Force de Plo Koon. Donc, je vous explique exactement comment je l'utilise à l'instant. Restez là. Ne vous inquiétez pas, Maître Luc, nous savons ce qu'il faut faire. Et toi qui trouvais l'endroit joli. Rebonjour tout le monde. Donc, on est rendu à la partie où Jean Laurier nous présente un de ses decks très puissants que j'ai pu subir en expérimentant, subir les conséquences, les dommages. C'est un deck qui se concentre sur 3 personnages bleus que tu as utilisé avec les spoilers, c'est-à-dire les indices de ce qui allait sortir dans Way of the Force. Tu allé chercher un personnage spécifique qui t'inspirait, qui permet de jouer des personnages qu'on ne voyait pas ou rarement, même personnellement jamais dans le jeu de Star Wars Destiny, et que ça l'a fait, selon toi, selon ta création, revivre, je pense, de façon très efficace. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire c'est quoi ce fameux deck? Le fameux deck bleu Plo Koon. Plo Koon, un personnage que je trouve extrêmement intéressant depuis que je l'ai vu dans les spoilers, que j'ai pogné dans la boîte, comme vous avez vu à l'épisode unboxing. Je serais très content. Ce personnage-là prend les habilités des autres personnages dans votre équipe qui sont non uniques. C'est donc pour ça que j'ai décidé de le jumeler avec 2 personnages bleus non uniques, le Padawan et le Jedi Instructor, ce qui va faire que Plo Koon va voler leurs 2 habilités. Premièrement, celle de Padawan, qui vous permet, quand il n'y a pas d'upgrade dessus, la première arme que vous allez jouer dessus va être de moindre coût, va coûter 1 de moins. Ce qui fait que Plo Koon l'a aussi. Ce qui était un peu l'idée du concept au début quand j'ai travaillé sur ce deck-là, c'était que premier tour, j'allais probablement pouvoir avoir 2 armes, même peut-être un lightsaber à 3 coups si j'arrive à le jumeler, comme je vais vous expliquer bientôt. Donc, si je comprends bien, étant donné qu'il y en a un que la bibliothèque, que ça coûte moins 1 de coup à jouer l'arme, étant donné que Plo Koon vole son habilité, vous êtes 2 personnages, donc 2 de ressources de moins si vous jouez 2 fois. Donc un premier tour, si je vais parler de ma main de rêve tantôt, mais un premier tour, je pourrais facilement me retrouver avec le Dagger of Mortis et le Ancient Lightsaber sur mes 2 personnages. Encore là, on parle de 6 dés, dont 2 très bons dés. On parle des 2 armes dont on vient de parler. Le deuxième personnage, l'habilité qui va être volée, c'est le Jedi Instructor. Celui-ci qui, quand est activé, vous permet de tourner un de vos dés de personnage du côté qui vient d'écrouler sur ce dé. On n'a qu'une seule phase de mêlée, ce que je vais rechercher énormément dans ce deck-là. Donc, si le Jedi Instructor tombe sur un mêlée, je suis quand même intéressé, je peux tourner un autre de mêlée sur ce mêlée. Mais il y a aussi la phase de focus dessus que tous mes autres personnages ont. Donc, je peux facilement aussi tourner des focus rapidement. Tu contrôles la probabilité au niveau de tes dés assez aisément avec... Donc, à chaque fois que j'active soit le Jedi Instructor ou Plo Koon qui a donc 2 dés, donc facilement plus de chance, 1 chance sur 3 de pogner le mêlée, beaucoup de chances de tourner des dés sur du mêlée ou sur des focus, avec des armes très puissantes comme les Ancient Lightsaber, Dagger of Mortis, Heirloom Lightsaber, Obi-Wan's Kenobi Lightsaber et le Vibro Knife. J'ai quand même voulu mettre 10 armes là-dedans pour vraiment que j'en mette énormément et que ça rentre au poste. Est-ce que c'est le genre de deck que tu vas utiliser compétitif, tournoi prochainement selon toi? J'ai l'impression que ça va être un de mes très bons decks, oui. Donc, j'ai l'intention de l'utiliser peut-être des games compétitifs, peut-être même si on va dans les tournois. J'aimerais bien l'essayer, le tester contre les nouveaux decks des gens avec les nouvelles éditions Way of the Force. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très compétitif. T'as combien de cartes de faces de dés qui montrent du dommage dans ce... Tout du dommage de mêlée, sauf 1. J'ai 29 faces de mêlée, de dégâts de mêlée. Donc, ça upgrade les personnages. Exactement. Tout ça. Et beaucoup de choses qui me permettent de mettre des armes rapidement. J'ai mis Reaping the Crystal, qui me permet de jouer une arme de 3 à 1 de moins de coups. Encore une fois, si on est en début de tour, j'ai déjà 1 de moins de coups en plus avec le Padawan ou Plo Koon. Si j'ai réussi à mettre Binds All Things, je peux jouer un upgrade à 3 gratuitement. Mais c'est juste héros. Oui, exactement. Le Reaping the Crystal, malheureusement. Ça marche super bien dans ton deck. Ouais. C'est une carte que je vois jamais. C'est une carte que je vois jamais. Je pense entre autres avec un deck d'Obi-Wan, j'ai souvent joué. Même le deck, les decks compétitifs. Dans le Jedi, dans le bleu, à part Yoda, Qui-Gon Jinn, Rey, qui revient souvent, je pense que
ça fait du bien de voir des personnages comme ça. Ça fait du bien de voir des decks bleus de 3 personnages. Ça, c'est rare. Puis je trouve que tu l'as rendu efficace. Je suis très content. Reaping the Crystal, comme je dis, très intéressant. Très, très bonne carte. Close Quarter Assault en début de partie, ça peut être très efficace. Je vais vous parler, dans le fond, de ma main. Ma main de rêve, moi, qu'est-ce que je rêverais avoir dans ma première main au début? J'ai besoin minimum de 2 armes dans main de rêve. Le Ancient Lightsaber, le Dagger of Mortis. Tu as besoin de deux upgrades, étant donné que la bibliothèque des personnages, c'est que le premier upgrade fait moins 1 de coup. Exactement. Je n'ai mis aucun ability, c'est toutes des weapons parce que l'upgrade est seulement sur les weapons. J'ai mis des choses pour gagner des ressources, mais c'est ça. Première main, moi je dirais Ancient Lightsaber, Dagger of Mortis, mes 2 armes de prédilection dans ce deck-là. Surtout le Dagger of Mortis parce que l'habilité du Dagger of Mortis qui me permet de, quand je résous le dé, montrant du melee damage, que je vais essayer de faire à chaque fois bien sûr, je peux voler un bouclier d'un personnage bleu adverse. Et j'ai quand même beaucoup de dynamique dans ce deck-là avec des boucliers. Donc quand même une carte très intéressante. Après ça, j'ai le Reaping the Crystal, bien sûr, pour pouvoir jouer mon Dagger of Mortis gratuitement. Et après, le Ancient Lightsaber à 1 coup avec le It Binds All Things. Ce qui veut dire que en début de tour, j'ai It Binds All Things en jeu. 2 upgrades. 2 upgrades. Dont un upgrade de 3. Exactement. Qui sont des cartes vraiment, vraiment très puissantes. Redeploy le Dagger of Mortis. Ancient Lightsaber qui va me permettre de regagner 2 de vie. Et la dernière carte que je joue dans ma main de rêve au début pour faire suer mon adversaire va être le Close Quarter Assault. Parce que je vais rapidement tourner mes dés sur des phases de mêlée avec ça. J'ai déjà 2 upgrades, j'ai déjà 6 dés en jeu après 3 tours du premier tour, 3 rounds, disons. Donc après, je roule tout ça, je tourne des character dice sur des mêlées si j'ai été chanceux ou sur des focus, assez pour faire discarter peut-être presque la main entière de mon adversaire. Close Quarter Assault, tu joueras à la fin. Exactement, je commencerai à mettre mes armes rapidement. Dépendant de ce que je vois que l'adversaire joue. Moi, c'est drôle, je le jouerais pas à la fin. Je le garderais. J'aimerais l'avoir peut-être au début, effectivement. Il faut le garder pour le deuxième tour. Quand je perds pas de temps à mettre mes upgrades sur des gens en jeu. Je peux tout de suite commencer à virer des dés de côté pour aller. Parce que lui, il va avoir 5 cartes dans le début de tour dans sa main. Si tu fais Close Quarter à ce moment-là, tu as plus de chances d'enlever des cartes. Mais à ce moment-là aussi, moi, ce que je me dis, par exemple, c'est le fait de le faire rapidement en début de tour. Peut-être que je vais même pas nécessairement mettre mon upgrade tout de suite. Je vais peut-être essayer de rouler un personnage ou 2 avec des côtés mêlés. Après ça, j'enlève beaucoup de cartes dans la main pour pas qu'il reroule. Et peut-être que j'enlève des upgrades aussi qui a cherché très fort dans le deck pour aller... Attends de prendre des ressources. Exactement. Donc, quand même, ça semblerait à ça, mon tour de rêve. 6 dés en jeu, énormément qui montent du dégât de mêlée. Tu me dis dans tes choix de tantôt aussi que ça te permet, entre autres avec le Dagger of Mortis, d'aller chercher des faces, des boucliers, de la protection. Oui. Mais en plus, avec ton Ancient, tu peux te guérir. Tu as 3 personnages. Fait que tu as un total de vie assez 26 points de vie. 26 points assez de vie tank à tuer. Très long. Plus que 2 personnages à 12 points de vie. Imaginez-vous la quantité de points de vie que vous devez faire. En plus, qu'il y a des boucliers constamment qui se rajoutent à ça. La guérison qui se rajoute à ça. Ça devient terminable. C'est des decks à détruire de 30 points, 32 points, indépendamment du nombre de cartes qui pigent puis du nombre de points de vie qui se guérit. C'est tellement long à détruire qu'avec la quantité de dés qu'il va aller chercher au niveau de l'attaque, que vous n'aurez même pas le temps de réussir à éliminer ce personnage qui, lui, va avoir tellement de dés qu'il va vous détruire. Et aussi avec des armes que je sais que soient donc 4 fois des armes redeploy aussi, que même si je perds des personnages, les armes vont se redéployer. Je pense que c'est un deck assez compétitif. Toi, je t'ai laissé analyser mon deck un peu. Tu m'as donné ta main de rêve que tu aurais avec mon deck de Plo Koon. Parle-moi de ça. Ouais. Moi, j'ai décidé la première carte, là, celle qu'on parlait de l'indispensable que j'aimerais avoir dès le début. Là. J'hésiterai entre 2. It Binds All Things, probablement avec l'habileté de ton Padawan, qui va permettre d'utiliser le -1 plus le Bind All Things dans les prochains tours. Ça, je voudrais l'avoir. Sinon, avec Ex-Aequo avec Lightsaber Pool, parce que oui, je peux avoir du Ancient, mais aussi du Hellroom qui peut être très puissant, du Obi-Wan qui peut être très puissant. Donc, dépendamment de mon adversaire, de la situation, avec le Lightsaber Pool, je vais aller pouvoir chercher le Lightsaber, quitte à avoir 2 Ancient Lightsaber dès le début, grâce à Lightsaber Pool. Ça te permet de plus de t'adapter. Si tu vois que ton personnage il fait quelque chose de rapide, un aggro, ou quelque chose qui va modifier des dés qui font du 3 de dommages rapidement, donc au lieu de te faire 9, avec 2 lightsabers tout de suite en partant, tu fais de la guérison plus rapidement, tu réussis à survivre à sa première grosse attaque. Et très intéressant encore, tu viens de me faire penser, en fait, si on retourne à Ancient Lightsaber, dès le début, on le remet en dessous de la librairie, on réussit à avoir un autre lightsaber pool, notre personnage n'a plus de weapon dessus, peut donc réutiliser le -1 de coup
dessus. Donc, bien pensé. J'y avais pas pensé moi-même avec mon propre deck, mais c'est vrai qu'il peut être plus intéressant qu'une arme en tant que telle. Donc, si tu as 2 Lightsaber Pool, tu vas aller relancer rechercher après ça ton Ancient encore, rechercher après ça ton Ancient. Toujours à moins un coup, on peut toujours remettre le Lightsaber Pool. C'est presque un servicieux, là. Deux fois. Ouais. Guérison à chaque fois. Ouais. Tu peux brasser ton dé avant de la discarter toujours, comme ça au moins tu utilises ton dé avant de faire ton 2 de healing, de guérison. Donc, oui, par contre, ça prend, je pense, effectivement, un Ancient dans ton build, dans ta construction de deck, au début, dans la première main, ça en prend un. Le second, au lieu de choisir, je mettrais un Lightsaber Pool, probablement, pour m'assurer d'avoir un Ancient, et Final Things. Sinon, j'irais avec Reaping the Crystal. Effectivement, c'est un bon choix que tu avais fait, étant donné que ça réduit encore de -1, que tu avais déjà -1, donc ça te permet de jouer une deuxième arme dans le tour, c'est ce que tu veux. Le premier tour, avoir 2 armes. Et j'ai rajouté, moi, l'autre... Lot Wolf Bond. Ouais, Lot Wolf Bond, qui aussi va être une carte souhaitable dans ce moment-là, parce que ça va te permettre d'activer rapidement un deuxième personnage et de te donner en plus des boucliers. Là. Donc, ça devient quasiment le temps que tu utilises. C'est ce que j'aime de cette carte-là dans ton deck, c'est que le temps que tu utilises pour mettre des armes, c'est le temps que l'adversaire, lui, continue à peut-être t'attaquer. Donc, si tu veux rapidement réagir, puis peut-être claim le battlefield, donc aller chercher le champ de bataille, tu peux, grâce à ça, faire une espèce de aggro ambush de 2 personnages. On met un bouclier pour un coup, vraiment très bonne carte. Je l'adore, cette nouvelle carte qui est sortie. Lot Wolf Bond. Une carte commune, We of the Force, qui vous permet de mettre un bouclier sur 2 de vos personnages bleus et de les activer dans l'ordre que vous le voulez. Et c'est très important dans l'ordre qu'on le veut, parce que je le ferai, exemple, sur Padawan et sur Plo Koon, qui ont déjà des armes. J'active définitivement, par exemple, Padawan en premier, parce que si elle ne roule pas un côté de mêlée, je roule après Plo Koon et n'importe quel de mes dés monte du mêlée. Je peux donc après tourner les dés, accélérer mon Close Quarter Assault. Donc oui, c'est une carte héros seulement. Donc j'aurais aimé ça de voir quelque chose de similaire en vilain. Ça n'existe pas encore. C'est une carte qui te permet de te protéger et d'activer rapidement une combinaison gagnante. Tout ça pour 1 point seulement. Je trouve que c'est le genre de carte qui va venir encore une fois renforcer les decks bleus qui étaient déjà très forts à la base, qui vient encore renforcer le tout. Donnez-nous du rouge puissant, s'il vous plaît. Il manque quelque chose comme ça dans le rouge, je pense. Plo Koon, c'est bon. La main de rêve, je pense qu'on aimerait aussi avoir vos opinions. Votre opinion, quel genre de main de rêve est-ce que vous souhaiteriez? Puis au niveau de ton champ de bataille. J'utilise le Obi-Wan's Huts, encore une fois, le champ de bataille qui permet de donner un bouclier à un personnage bleu de votre choix quand vous claimez. Ou si vous n'avez pas de personnage bleu, vous pouvez payer 1 pour mettre un bouclier, chose qui se passe rarement. Donc quand j'arrive à l'avoir ou on me force à l'avoir, si j'arrive en claim en premier, je mets un bouclier, ça me permet d'utiliser mon Obi-Wan's Kenobi Lightsaber si j'ai de spécial, ou adapt, enlever les boucliers pour gagner des ressources. Plein de choses comme ça. Même une carte que j'aime beaucoup aussi, que j'ai rajouté, le Way of the Force, qui s'appelle Pacify, qui vous permet d'enlever un dé de personnage pour donner à ce personnage-là 2 boucliers, utilisable des 2 côtés. Avec le Dagger of Mortis, je peux aller voler le bouclier de mon adversaire tout de suite après. Des choses très intéressantes. Mais au niveau parce que là, tu as choisi juste aussi du bleu. Ouais. On dit qu'il manque tout le temps de jaune dans ce qu'on voit. On voit. Est-ce qu'il y avait pas un autre personnage non unique que tu aurais pu utiliser dans le jaune, dans le rouge? Possiblement, mais vraiment, moi, le meilleur mix que ça a donné pour ce que je voulais, tourner des dés, mettre des armes rapidement, tout ça faire rapidement. Encore, je dirais pas que c'est un deck aggro, mais c'est un deck qui va faire quand même du dégât rapidement et que je veux que ça tourne, je veux que ça se passe. J'ai pas de temps avec ce deck-là. Je veux mettre l'upgrade, je veux que ça tourne. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Le bleu me satisfaisait. Parce que sur un personnage, j'aurais pu mettre quelque chose comme un Clone Troopers rouge. Quand tu gagnes le battlefield, tu peux rebrasser, je pense, ce dé-là. Ou bref, j'avoue que ça devient un peu moins intéressant. Tu l'as vu aussi, Plo Koon, avec d'autres. J'ai joué la même genre de combinaison. À la place du Jedi Instructor, on avait mis le Jedi Temple Guard. Celui-là est Guardian, donc permet à Plo Koon d'être Guardian aussi. Mais ça m'a vraiment fait réaliser que mon choix de personnage, selon moi, est supérieur parce que son Guardian n'a jamais réussi à contenir toutes mes dés qui se tournaient sur des mêlées, les armes qui se mettent extrêmement rapidement. Vraiment, ça a été quand même, malgré que c'est à peu près le même genre de deck, ça a été vraiment une belle victoire pour moi. Puis je dirais que c'est même pas nécessairement les dés, je pense que c'était vraiment la construction et surtout le Jedi Instructor qui permet 2 fois par tour de tourner des dés, des faces. Personnellement, quand je joue contre ton deck, dans les prochaines fois, je vais jouer contre ton deck, assurément que je vais m'attarder au Jedi Instructor au début. Plo Koon est puissant et utilise des habiletés des 2. C'est sûr que lui aussi, il serait une cible potentielle. Jedi Instructor, un peu plus faible, peut-être un peu plus propice à détruire rapidement. Étant donné que le Padawan va déjà donner 9 points de vie. Non, 8 points, 9 points de vie. Ouais, c'est le Padawan qui va donc avoir 7 points de vie. 1 point de vie de plus que de coup. Ça, c'est exceptionnel comme carte. Et ça vous fait. Le Padawan va rester bon, mais seulement des 2 premiers tours. Le 3e tour, ça
peu intéressant de le détruire étant donné que son habileté a déjà été utilisée soit par Plo Koon ou soit par le Padawan lui-même, sauf bien sûr s'il y a le fameux Ancient Lightsaber qui se fait renvoyer et reprendre par le Lightsaber Pool. Jedi Instructor qui permet de rebrasser, rouler, contrôler les dés, ça me serait peut-être un peu plus dérangeant. Si on le tue, Plo Koon perd aussi son habileté. Donc, ça serait probablement ma cible. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça fait bien du sens et j'espère que t'as pas donné à tous les auditeurs la clé du succès contre mon deck. Je pense pas que ça soit automatiquement. Plo Koon est encore présent, est encore puissant. Comme tu l'as mentionné, tes armes se redéploient assez rapidement. Ça permet de distribuer tes armes aux autres personnages qui demeurent. Tout l'effort que tu as donné au début de partie pour, encore une fois qu'on disait la main drive, le mulligan, qui te permet d'avoir des armes efficaces qui peuvent se redéployer, ben, tu vas pouvoir les jouer tout le long de la partie. Quand on parlait de maximiser les coups tantôt en utilisant les meilleures cartes dans sa main en partant dans la partie, en débutant la partie, dans le mulligan, ben, c'est exactement de ça qu'on voulait parler. C'est des dés qui vont rouler, qui vont maximiser les coups et qui vont dépasser ce que vous auriez pu utiliser en événement qui aurait pu faire sensiblement la même chose. À ce moment-là, encore une fois, le dé et l'événement upgrade, amélioration dès le début de partie, dans la première main, c'est ce qui fait en sorte que tu écrases ton adversaire. Et malgré le fait que j'ai une stratégie que je vous ai donnée qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure, j'ai quand même pas réussi à le tuer. Aucun de ces personnages, les fois que j'ai joué contre lui, malgré le fait que j'utilisais mon deck Obi-Wan Kenobi Maz, qui n'a eu aucun poids contre le sien, ce qui m'a complètement dérouté. Et j'avais très hâte que Way of the Force sorte pour voir si d'autres personnages pouvaient compétitionner avec Plo Koon. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Quel genre de personnage vous aimeriez jouer contre Plo Koon, ou même essayer de jouer contre Jean Laurier sur un TTS ou Tabletop Simulator? Très intéressant. Ajoutez-nous, écrivez-nous sur la page. Si vous voulez jouer, on est toujours ouvert. On aime ça discuter avec vous. On veut de vos feedbacks. Qu'est-ce que vous pensez du deck? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait avec Plo Koon? Peut-être des personnages d'autres couleurs. Vous étiez sur la chaîne Z6PO, votre chaîne francophone de Star Wars Destiny. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt!